Bonjour tout le monde, merci d'être connecté avec nous à ce webinaire. En 1 heure, on va essayer de vous donner un aperçu de ce que ce sera le programme de cette journée qu'on vous propose le 21 novembre, sur la thématique de la caractérisation. Et puis surtout, en 1 heure, on va faire un petit tour de France en se connectant avec différents instituts des IRT, des ITE. Je vais vous présenter mes collègues tout au long de ces présentations, vous allez voir, et on va voir comment chacun se mobilise avec sa proposition sur la caractérisation des matériaux et des systèmes. Vous avez en ligne une personne qui s'appelle Marine Giraud, qui est très précieuse, et avec qui vous pouvez chatter si vous avez des difficultés techniques par rapport à la plateforme. Et puis sachez-le, si ces difficultés sont vraiment insurmontable. Il y aura un replay, on espère cet après-midi ou dans quelques jours, de l'ensemble de la séquence, et vous pourrez aussi en profiter. Et puis, Marine, elle est aussi chargée de collecter vos remarques et vos questions, et elle nous les communiquera dans chaque séquence, et on essaiera de prendre quelques questions. Pas trop, parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire ce matin. Alors, on va commencer avec la présentation que j'ai prévue. Donc, Marine va l'activer. Oui, il faut que je mette mon micro comme ça, parce que sinon on m'entend pas. C'est vrai qu'on est dans un environnement technique, voilà. Donc, je vous le disais, le 21 novembre, on vous propose un colloque à Paris sur le thème de la caractérisation. Nous sommes 6 instituts qui dépendent de FIT, la Fédération des instituts IRT et ITE, à co-organiser ce colloque avec l'appui d'un programme spécifique de l'ESRF et puis dans le cadre de France 2030 également. Alors, on va avancer un petit peu. Next slide, comme on dit dans les bons colloques internationaux. Donc, non, je ne sais pas pourquoi, il faut remonter, voilà. Voilà. Donc, la thématique est ce qu'on vous propose. Le temps d'une journée parisienne, c'est de découvrir toute l'expertise de ces 6 instituts de recherche technologique et ces ITE, Instituts pour la transition énergétique, qui se sont rassemblés. Donc, vous découvrirez toute leur expertise en caractérisation au service de la confiance pour l'industrie. C'est la vocation de nos instituts. Sur des thématiques comme la fiabilité des systèmes, l'analyse des défaillances et puis les matériaux. Et les publics que nous espérons capter au cours de cette journée du 21 novembre, c'est bien sûr la communauté des experts qui est dans les 15 instituts rassemblés sous l'égide de FIT, mais aussi les industriels partenaires des IRT et des ITE. L'idée est de mieux identifier les besoins, de mieux les connaître, de tisser plus de relations de façon à enrichir les réponses que les IRT, les ITE peuvent faire en matière de caractérisation. Vous avez en bas, et vous aurez les diapos, vous avez en bas un petit lien et qui correspond donc au bouton qui vous permet de vous inscrire au colloque. Et je pense que Marine nous mettra un bouton d'action en haut de la plateforme au cours des échanges. On passe à la slide suivante. Alors, je vous le disais, donc 6 instituts qui sont associés pour l'organisation de ce colloque. Vous les avez localisés ici sur cette carte et vous allez voir que tout au long de cette petite matinée, puisqu'on vous a promis de ne pas vous emmener au-delà de 10h30, tout au long de cette matinée, on va faire un petit tour de France et se connecter avec les différents sites et chacun va nous présenter son offre. La page suivante, c'est un aperçu de ce colloque du 21 novembre. Vous retrouverez le détail des interventions sur le site internet sur lequel le programme est complètement affiché. Voilà pour l'aperçu du programme de ce qui se passera le 21 novembre. Et maintenant, je vais accueillir notre premier intervenant, Ennio Capria, qui est le directeur du programme de caractérisation de l'IRT Nanoelec. Donc, nous sommes ici à Grenoble dans un environnement spécifique qu'on vous présentera un peu plus tard. C'est une des premières fois où on fait un live dans une cabane d'expérimentation de l'ECRF, ce grand synchrotron européen. Ennio, je te laisse la parole pour quelques minutes et tu vas nous présenter l'offre en matière de caractérisation pour les industriels ici à l'IRT Nanoelec.
Alors, on est obligé de tenir ce micro un peu comme si on était à l'ORTF dans les années 50, parce qu'il y a quand même un environnement un peu bruyant avec les pompes. Voilà, merci. Merci. François, c'est style Tokiwoki. Donc aujourd'hui, on va vraiment vous parler des comme à Grenoble, on met à disposition des rayons X synchrotrons et des neutrons pour l'industrie, pour en faire vraiment quelque chose d'utile pour accélérer votre R&D. Voilà, tac. Donc, comme je vous disais, des instruments uniques. Ça vous paraît, je sais pas si quelqu'un d'entre vous connaît déjà Grenoble, mais vous pouvez, si vous venez ici à Grenoble, vous trouverez dans un environnement de quelques kilomètres la source des synchrotrons plus intense du monde, la source des neutrons plus intense du monde, les CNRS et les CEA-LETI, et CEA-LITEN, etc. Donc les sites du CEA qui vraiment peuvent contribuer à créer toute une panoplie, une offre incroyable de caractérisation. Mais nous, dans l'IRT Nanolec, on se concentre plutôt alentour des synchrotons et des neutrons, les ouvrir pour l'industrie. Et donc, pourquoi? Parce que c'est un service, une offre de services uniques où vous allez pouvoir investiguer votre échantillon en partant des informations chimiques, atomiques, à la structure cristalline jusqu'aux propriétés des matériaux et à l'objet final, donc l'analyse des défaillances, etc. Et donc, là, vous les voyez ensemble. On passe de l'imagerie 3D, en fait, l'analyse des défaillances, aux caractérisations physico-chimiques. Et aujourd'hui, on a aussi une offre d'irradiation pour tester, en fait, la résilience vis-à-vis des radiations ionisantes pour l'espace, etc., des composants pour l'électronique. Et quand je vous dis ça, je vous dis allez au-delà de la caractérisation de laboratoire. Vous pouvez voir juste quelques exemples. Comment faire des faisceaux à haute pénétration, donc allez voir dans vos composants à plus haute résolution, plus rapidement, et avec des capacités de détection plus importantes. Là, vous voyez une image, par exemple, vous voyez la différence entre une tomographie nano qu'on peut faire sur un synchrotron et une tomographie de laboratoire. Comme vous pouvez voir, bien qu'au laboratoire, on peut obtenir des choses très, très belles, mais quand on veut voir plus en avant, il ne faut pas s'arrêter au labo, il faut venir toquer à notre porte, et c'est avec nous qu'il faut travailler. Deuxième exemple que je peux vous montrer, on peut même aller voir quelles compositions, quels éléments chimiques sont dans vos composants. Donc là, j'ai un exemple pour l'électronique, par exemple. Et pour finir, pas seulement de la composition, pas seulement de l'analyse des défaillances, mais aussi on peut aller voir, par exemple, les contraintes résiduelles à l'échelle submicrométrique, nanométrique, dans vos composants et dans vos objets. Et je pense qu'avec ça, j'ai fini mon temps. Je vous invite à aller voir notre site internet, irt.nanoelec.fr, PAC-G, pour découvrir toute notre offre. Et le microphone back to François. Oui, alors c'est très curieux parce que moi je suis pas habitué à ces laboratoires. On va vous donner des détails sur tout ce qui nous environne, mais je dois vous dire que comme on est à Grenoble, les chercheurs ils ont quand même poussé le vice jusqu'à mettre une noix sur un support de tomographie. Il y a une vraie noix de Grenoble, peut-être on vous la montrera à la fin, qui authentifie la localisation. Enfin bon, tout ça c'est des détails, ça n'a rien à voir avec notre sujet du jour. On part. Merci Ennio. Donc vous revenez tout à l'heure avec les scientifiques de la Beamline qui vont nous montrer un peu de ce qu'on peut faire, de quel bois ils se chauffent ici à l'ESRF. On rejoint tout de suite Valentin Vleg, qui est ingénieur conception simulation mécanique à l'IRT Ralenium, donc qui nous parle en direct de Valenciennes. Bonjour Valentin, vous avez la tête à l'envers. Alors, est-ce que c'est une question technique sur votre caméra? Attention, voilà. Est-ce qu'on vous entend? Bien sûr, il n'y a rien qui marche. Mais si, ça marche, mais si. Alors, il y a Estelle qui est derrière à la caméra. Voilà, ça fonctionne bien. Alors, vous êtes deux à l'image. Moi, on m'avait dit que c'était Valentin, tout seul. Donc, je vous laisse vous présenter. Et puis, vous avez 8 minutes, 8-9 minutes. Et puis, on prendra peut-être une question s'il y a une remarque de la part des internautes. À vous. Bonjour, est-ce que vous entendez bien? Le son est bon? Oui, ça marche pour nous. Donc, bonjour à tous. Effectivement, il n'y aura pas que Valentin, on sera deux, donc je me présente. Je dirais déjà bienvenue à l'IRT Ralenium, l'Institut de recherche technologique ferroviaire. Je suis Ismaël Zeni, je suis le responsable du domaine énergie, matériaux et asset management.
Et nous allons vous présenter ce matin, très brièvement, l'un de nos actifs dédiés à la caractérisation des matériaux et plus particulièrement au sujet de la détection de défauts au niveau du rail à l'aide d'un chariot. Donc je sais effectivement cette fois-ci la parole à Valentin Lick qui va nous présenter cela de manière un peu plus précise. Tant pis, place. Merci Smaïl, j'espère que vous entendez bien également. Donc pour vous donner un peu de contexte, nous on a développé ça à travers des projets de recherche à l'IRT Valenium. Donc dans l'idée c'est avoir une technologie qui permet d'inspecter les défauts qui sont situés sur le rail en complément des technologies existantes pour apporter un complément d'information pour que les industriels puissent par exemple optimiser leurs opérations de maintenance. Alors, on s'est intéressé majoritairement à des défauts d'usure qui apparaissent à force de passage des trains, qui se situent en surface des rails. Et pour cela, on a un chariot qui nous permet vraiment de pouvoir accéder à des endroits sur le réseau national ferroviaire lorsqu'il y a des défauts qui sont détectés pour qu'on puisse pouvoir les analyser. Du coup, les capteurs qu'on a utilisés se distingue un petit peu des capteurs usuels dans ce cadre-là, puisque ce sont des capteurs qui peuvent être utilisés sans contact, c'est-à-dire... Il faudrait que vous parliez un tout petit peu plus fort, parce qu'on a du mal à vous comprendre, ou en articulant plus, parce que la liaison est un petit peu difficile. Alors, ce sont des capteurs qui nous permettent de faire des mesures sans contact, contrairement à nos techniques usuelles qui ont souvent besoin, donc des capteurs piezo ou ultrasons, qui ont souvent besoin d'un liant, et donc celui qui est utilisé, c'est donc nous, on vient se placer à seulement quelques millimètres du rail, et en fait, on va avec des capteurs donc EMAT, qui sont électromagnétiques acoustiques transducteurs, là, je vais le voir actuellement. En fait, on vient les positionner à quelques millimètres du rail, et on vient contrôler leur hauteur via des actionneurs. Excusez-moi, Valentin, pardon. En fait, on ne vous entend pas très bien. Alors, le problème, c'est qu'en reconnectant la caméra, ça a déconnecté les écouteurs. Donc, en fait, oui, parce que là, ce n'est pas les écouteurs qui prennent le son, je crois. Non, non. Donc, il faudrait vous rapprocher dans ce cas-là du téléphone. Désolée. Essayez de rappuyer sur les écouteurs pour que ça reconnecte. Okay. Du coup, là, est-ce que c'est un petit peu mieux? Ça me semble mieux, oui. Ok. Merci beaucoup. Je reprends un tout petit peu. Du coup, je disais qu'on regarde des défauts en surface du rail avec une technologie de capteur qui n'était pas utilisée dans ce cadre-là initialement. Avec les capteurs EMAT, donc électroacoustique magnétique transducer, on va regarder les défauts situés en surface du rail. Pour cela, on génère des ondes dans le rail grâce à un générateur haute fréquence. Ça nous permet de contrôler le type d'onde qu'on génère. Donc on peut par exemple envoyer des ondes d'idées, etc. Nous, on s'est concentré majoritairement sur des ondes de Rayleigh qui nous permettent de parcourir, on va dire, les 5 premiers millimètres à la surface du rail, globalement. Et en fait, les ondes qu'on génère avec un capteur vont entrer en interaction donc, avec les défauts situés à la surface du rail. Et un second capteur va venir recevoir le signal, précisément le champ magnétique qui va être créé autour. Et donc derrière, on va pouvoir récolter ces données, les analyses, on a des systèmes de débruitage, puisque forcément notre caractérisation se fait de manière mobile, et avec des outils d'IA simples, derrière, on vient détecter la présence de défauts ou non, et les caractériser. Donc tout ça, comme je vous disais, c'est un enjeu donc, de maintenance ferroviaire pour optimiser les opérations de maintenance pour les exploitants. Voilà. Smaïl, est-ce que tu voulais dire un mot pour conclure Oui, bien sûr. Oui, c'était juste aussi pour conclure. C'est un de nos exemples, un de nos actifs en caractérisation des matériaux. Et le jour du colloque, nous vous présenterons aussi 2 keynotes avec Valentin et moi-même. Je commencerai par des sujets plutôt de fiabilité des transformateurs. Alors, Smaïl, il faut vraiment se rapprocher du téléphone pour parler. Voilà. Vous m'entendez mieux? Ouais, je pense. Parfait. Et donc, je disais aussi pour le jour du colloque, le 21 novembre, nous présenterons aussi d'autres sujets via des keynotes où on va présenter l'utilité de la caractérisation des matériaux isolants, en particulier les papiers, au niveau des transformateurs. Et l'idée est de se dire
comment, d'une caractérisation d'un papier isolant, nous allons prédire la durée de vie résiduelle des transformateurs. Le deuxième sujet, je pense qu'il est plus sur les tire-fonds, donc je te laisse peut-être Valentin. Ouais, puis le deuxième sujet, du coup, ce sera moi-même qui présentera. Donc là, ça sera l'étude de la réutilisation de tire-fonds usagés. Donc les tire-fonds, globalement, c'est des vis utilisées pour maintenir les rails sur les voies. Et via des outils de caractérisation matériaux, on va regarder qu'on peut les réutiliser pour une deuxième vie. Voilà. Merci Valenciennes, merci l'équipe de l'IRT Ralenium. On est impatient de faire votre connaissance de visu à Paris le 21 novembre. Alors on part tout de suite cette fois à Toulouse. On va rejoindre Jean-Marie Dess qui est directeur plateforme et directeur du site toulousain, et Pascal Frey qui est ingénieur plateforme électrique à l'IRT Saint-Exupéry, donc à Toulouse. Allô, allô? Bonjour, bonjour. Voilà. Bon, The floor is yours. Yeah. Merci François. Bon, c'est super de faire des bonds comme ça de 1000 km très rapidement grâce aux nouvelles technologies. Donc là, vous êtes à Toulouse, à l'IRT Saint-Exupéry. Donc nous, on est un IRT de filière dévolu aux activités spatiales, aéronautiques, bien sûr, et systèmes embarqués. On a 4 grandes compétences à l'IRT liées aux matériaux, développement, élaboration des matériaux et caractérisation des matériaux, l'électrification accrue des aéronefs, l'intelligence artificielle et les méthodes et outils pour le développement de systèmes complexes. Donc ces 4 compétences peuvent être mises ensemble pour travailler sur un des enjeux forts de l'aéro aujourd'hui, par exemple, ce qui est la décarbonation de l'aviation. Donc ce matin, on va faire un petit focus sur nos compétences en termes d'électrification et de caractérisation de ces systèmes électriques, car un avion qui va consommer moins sera certainement plus léger. Il sera plus léger par l'implémentation de technologies de plus en plus électriques. Donc on change de régime de tension sur avion, on réduit la masse des câbles embarqués, mais ça fait apparaître un certain nombre de phénomènes qui sont assez courants, comme les décharges partielles ou les arcs électriques. Et nous, on a développé des compétences pour les caractériser. De la même façon, au niveau de l'électronique de puissance et de la chaîne électromécanique, on va avoir des systèmes de plus en plus performants, notamment au niveau des inverteurs, et on vient caractériser l'impact de l'implémentation de composants SiC et GaN, wide bandgap, qui sont développés notamment par une société comme ST Microélectronique. Et nous, on vient finalement voir l'impact de cette implémentation. Donc, ces composants sont très performants pour distribuer de plus en plus de courant, tout en ayant un ratio densité de courant masse hyper optimisé, mais polluent électromagnétiquement énormément l'environnement des autres équipements. C'est pour ça qu'on a développé pas mal d'activités aussi sur la caractérisation électromagnétique. Et c'est là où Pascal, qui est ingénieur de plateforme électrique, va prendre la parole pour vous présenter une de nos propositions sur la caractérisation de ces événements électromagnétiques. Ok, on peut commencer déjà sur la partie système, donc la caractérisation en CEM. Marine, est-ce qu'il est possible de lancer la première vidéo ? Parfait. Donc, dans cette première vidéo, on vous présente effectivement un équipement, une cage de Faraday, qui est un équipement qui n'est pas spécifique à nous, qui est relativement classique. Donc, une cage de Faraday pour s'isoler des champs magnétiques à l'extérieur et isoler l'extérieur des champs magnétiques qu'on peut générer par nos produits à l'intérieur. Donc, vous voyez dans un premier temps quelques descriptifs techniques de la cage de Faraday. La nôtre est équipée pour tester en fait ce qu'on appelle un démonstrateur de chaîne électromécanique complète. Donc, on a une alimentation courant continu qui nous simule la batterie ou le générateur de tension à l'extérieur. Et ensuite, à l'intérieur, on a le convertisseur qui va transformer le courant continu en courant alternatif. Et derrière, on a un autre moteur qui nous sert de charge pour l'onduleur, comme un moteur qui va entraîner des hélices, des volets, des commandes de vol sur n'importe quoi sur avion. Et surtout, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la longueur de câble entre les deux. Parce que l'objectif principal de cette installation, c'est de caractériser en fait le système dans son ensemble. Jean-Marie a parlé des convertisseurs. On travaille effectivement beaucoup sur les convertisseurs, ce qu'on appelle dit grand gap, avec le carbure de silicium ou les composants électriques de gallium, qui commutent très vite, donc qui ont un très très bon rendement, mais qui à l'inverse génèrent beaucoup des fronts de tension très rapides
Et ces fronts de tension peuvent générer, via des phénomènes de propagation des ondes, des réflexions et des surtensions très importantes au niveau des bobinages de moteurs. Et ces surtensions peuvent créer des décharges partielles qui sont dommageables pour les moteurs, en tout cas qui accélèrent beaucoup le vieillissement. Donc, avec cet outil, la cage de Faraday, on peut caractériser précisément le système dans son ensemble et vérifier la compatibilité des différents éléments entre eux. Face au champ proche, peut-être? On peut continuer sur le champ proche, effectivement, la deuxième vidéo, Marine, si possible. Merci. Donc, tout ce qui est de caractérisation électromagnétique, où auparavant, on était sur les systèmes complets. Là, on va descendre beaucoup plus bas en termes d'échelle, puisque là, on va s'intéresser à directement ce qui se passe au plus proche du composant, d'où le nom, quelque part, un petit peu de bon champ proche. Alors, vous apercevez sur la photo un petit robot en fait, qui déplace la sonde de mesure. La sonde de mesure, c'est la petite loupe que vous voyez à quelques millimètres sur les cartes électroniques. Grâce au robot, on peut positionner cette sonde de manière très précise, en X, en Y et aussi en Z, pour venir faire des mesures vraiment, littéralement, au plus proche du composant. Ces mesures vont nous permettre, vous envoyez à l'écran, de faire des cartographies, comme des cartographies de chaleur avec les systèmes infrarouges. On va pouvoir venir mesurer exactement ce qui se passe le plus proche du composant. Ce qui nous permet de faire des investigations sur la carte électronique, plutôt que la cage de Faraday, on a de voir quand on repère un problème au niveau du système, de redescendre au niveau du composant. Et ensuite, l'autre axe de travail, c'est qu'avec cette mesure au niveau composant, ça nous donne des grilles d'entrée pour faire beaucoup de travaux de modélisation. Et grâce à ces travaux de modélisation, après, on peut concevoir les systèmes et qu'on vient ensuite valider dans la cage de Faraday sur le fonctionnement du système avec l'ensemble de ses composants. Merci Pascal. Pour finir, peut-être juste illustrer un autre phénomène qu'on étudie à l'IRT. C'est le phénomène des décharges partielles qui se génèrent notamment dans le bobinage de moteur entre spires. Ces petites décharges de surface viennent petit à petit manger la protection isolante de ces spires et de ce fait-là viennent à la fin faire serrer le moteur et à endommager finalement l'équipement de façon définitive. Donc nous on travaille finalement sur le développement de nouveaux isolants et sur des bandes d'essai qui permettent de caractériser le vieillissement de ces isolants soumis à des décharges partielles en environnement représentatif avion, c'est-à-dire en température cumulée à du vide pour les zones dépressurisées, par exemple en zone avion. Peut-être Pascal, tu éteins la lumière et je vais switcher sur mon téléphone parce que c'est un phénomène quand même qui est assez fugitif. Donc voilà ce qu'on peut voir en termes de décharge partielle. Vous voyez ce petit système violet, là, c'est un fil bobiné de cuivre sur lequel, en fait, on vient appliquer une tension qui vient générer ces décharges de surface. Donc, cette couleur rosée est exactement ce qu'on essaie de caractériser ici. J'arrête, ça fait un petit peu de bruit. Et en plus, je suis en répétition. Voilà, j'ai fini ma présentation. Si vous avez des questions, soyez les bienvenus. Merci à nos collègues toulousains pour cette présentation très, très illustrée. On se rend maintenant à Chambéry pour retrouver Jens Merton, qui est le directeur général de l'INES2S. Et donc, on va changer de sujet, puisque l'INES2S travaille dans le domaine du photovoltaïque solaire. Allô, bonjour, ici Jens Merton du Chambéry, Savoie. C'est très beau quand il ne pleut pas. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Alors, au niveau des infrastructures, finalement, il y a un spectre tellement vaste des infrastructures. Je vous montre les bâtiments où ces infrastructures sont dedans. Ça, c'est le campus INES qui a démarré les opérations fin 2005 au Bourget du Lac, proche du Chambéry.
Ici, on couvre toute la chaîne des valeurs pour le système solaire photovoltaïque qui est le vrai futur pour la transition énergétique pour France, Europe, monde. Alors, on couvre toute la chaîne des valeurs. Ça commence avec les matériaux, les silicium cristallins, non pas encore, les cellules, les modules, les systèmes. Et pour les systèmes, il faut travailler sur les intégrations. Ça veut dire c'est la gestion d'énergie. Ce sont des batteries. Ce sont les algorithmes pour donner maximum flexibilité au réseau. Et c'est l'intégration dans le bâtiment. Next slide, please. Alors, au niveau cellules, on a une ligne pilote industrielle où il y a plein des outils de caractérisation. Au novembre, en Carac, sur l'événement, on a présenté un seul équipement de ça, mais il y a tout un spectre qui est nécessaire pour bien caractériser des cellules qu'on produise. Et on fait aussi transfert technologique vers des nouvelles gigafab pour la production de cellules solaires. Les slides suivantes. Pour le module, il faut innover pour le mettre en place parce qu'un mégawatt photovoltaïque, c'est 1 hectare. Et les hectares, il y en a beaucoup en France, mais il faut aussi profiter des hectares qui ne sont pas exploités, par exemple, sur le bâtiment. Et sur le bâtiment, il n'y a pas beaucoup de structures statiques pour prendre des modules solaires photovoltaïques normales. Alors, on a développé une technologie de module qui est ultra léger, qui va à 5 kg par mètre carré. On a des autres technologies qu'on utilise dans l'espace. Et ici, il y a une technologie qui a été transférée à un start-up qui s'appelle Heliup, qui a déjà levé 10 millions d'euros. Et eux, ils vont fabriquer ce nouveau type de module pour le montage sur le bâtiment PV, pour accélérer la transition énergétique. Bien sûr, pour certifier et tester le module, il y a toute une batterie de tests à faire pour certifier que le module fonctionne correctement. Le suivant. Oui. Alors, un autre aspect est la batterie. La batterie, on a 1000 mètres carrés avec des équipements de test des batteries. Essentiellement, ce sont des chambres climatiques sur lesquelles on charge et décharge les batteries pour regarder leur comportement. Et ces mesures-là, elles servent à savoir sélectionner la meilleure batterie pour une certaine application et après pour la meilleure opération de cette batterie dans cette application spécifique pour maximiser la durée de vie. Beaucoup de batteries meurent trop tôt parce qu'ils ne sont pas bien gérés. Et les transferts technologiques de ces algorithmes, par exemple, on a transféré ça à une start-up qui s'appelle PowerUp. Eux, ils profitent de toute la stratégie de gestion des batteries pour le mieux gérer, et spécialement si on parle des flottes des batteries. Et vous allez avoir une présentation sur la caractérisation détaillée des batteries à cet événement présentiel en novembre. Le suivant. Alors, pour bien gérer l'intégration solaire dans le réseau et dans les systèmes, il faut faire une gestion de l'énergie. Et pour bien gérer l'énergie, il faut trouver un match entre production et génération solaire. Et c'est pour ça qu'il faut faire une très bonne caractérisation de la consommation. Il faut savoir quels sont les besoins. Et l'exemple ici, c'est les smart charging des véhicules électriques. Vous voyez là, il y a une cloche. Ça, c'est la prédiction de la production. Après, il y a des carrés colorés. Ça, c'est les segments de charge qu'on a besoin pour les véhicules électriques pour les bien charger. Et après, il y a un algorithme qui va distribuer ces segments de charge au-dessous de la cloche de la génération solaire pour maximiser la recharge solaire des véhicules électriques.
Alors ici, c'est une caractérisation qui est utilisée après pour un logiciel d'optimisation dans la gestion d'énergie et pour fournir des flexibilités dans les réseaux. Alors ça, c'était un peu, next slide, un peu les spectres de ce qu'on fait. Une grosse infrastructure vient d'être inaugurée, c'est les Grid Control Lab. Dans cet laboratoire, c'est un bâtiment de aussi 1000-1500 mètres carrés où on a des réseaux électriques expérimentaux pour tester les nouvelles stratégies réseau, notamment les réseaux en moyenne tension DC. Alors, on peut aller vers des réseaux jusqu'à 3 MW et tester des composants, du stockage, du solaire et comment ça marche, tout ça ensemble. Merci beaucoup. Je pense que c'est ça. Vous voyez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement avec les emails que vous voyez. Sinon, on peut se voir en novembre à Paris. Merci beaucoup. Voilà. Bon, ben merci Jens. Et effectivement, on peut poser des questions sur le chat ici en cliquant sur le petit point d'interrogation et vous pouvez faire vos remarques et poser vos questions et prendre contact avec chacun de nos intervenants. D'ailleurs, sur la page, j'en profite pour vous dire que sur la page programme du colloque du 21 novembre, vous avez des liens vers les pages LinkedIn de chacun des intervenants du programme. Et puis, bien sûr, on est à votre disposition du côté des organisateurs pour vous fournir tous les contacts qui vous seraient nécessaires. Voilà, je ne sais pas si on aura peut-être un bouton d'action en haut de la plateforme qui va s'afficher, qui vous permettrait d'aller directement sur la page programme et de vous inscrire pour ce colloque parisien du 21 novembre. Je suis en train de faire chauffer les petits doigts de Marine, peut-être, non? Ah non, il y a eu un petit lien. Vous inscrire à Carac 2023, voilà, c'est fait. Bon, allez, on continue. Donc, on rejoint Vincent Léger, cette fois à Villeurbanne. Donc, c'est l'ITE Supergrid Institute. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Alors, vous êtes BizDev. Vous allez nous dire ce que c'est qu'un BizDev. C'est toujours cet acronyme très resserré. Et puis surtout, vous allez nous dire ce que vous faites en matière de caractérisation à Supergrid Institute, quels sont vos enjeux, et puis ce que vous nous présenterez le 21 novembre. Je vous laisse la parole. Merci bien. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, BizDev, déjà, si je peux commencer par ça, c'est expliciter avec des mots que tout le monde pourrait comprendre ce que fait nos plateformes et ce que fait la caractérisation. Donc, je vais essayer de faire ça aujourd'hui, en tout cas, le tenter. L'Institut Supergrid s'intéresse au marché des réseaux électriques et plus précisément au marché des réseaux électriques qui sont en pleine croissance, donc sous contrainte de courant continu. Donc le courant continu, vous le savez, s'insère un petit peu de partout dans tous les systèmes électriques, pas que dans les réseaux, mais aussi dans des réseaux un petit peu plus petits. On peut parler de mobilité aussi. Et ces courants continus donnent des contraintes inédites sur les matériaux isolants. Et il s'agit aujourd'hui de savoir avec quels outils je peux dimensionner des nouveaux équipements ou des équipements existants et comment ils vont se comporter lorsqu'on applique des contraintes un peu plus exotiques, j'ai envie de dire. Donc à Supergrid Institute, on s'intéresse, si je veux faire un résumé, sur ces composantes-là de caractérisation de matériaux isolants. J'entends matériaux isolants aussi gazeux et solides. On a beaucoup parlé de solides aujourd'hui. À qui on s'adresse? Nos partenaires de l'Institut, c'est souvent des fabricants d'équipements de moyenne et haute tension, avec des marchés divers. Hein. Mais par contre, c'est souvent des personnes qui fabriquent des choses et qui ont besoin de valider les performances de ces équipements. On vient aussi adresser les fabricants de matières eux-mêmes qui ont envie de s'offrir des marchés, en tout cas des débouchés sur les matières qui sont déjà en main, et on vient les aider à caractériser leurs performances là-dessus. Et on peut aussi aller aider les fabricants de semi-conducteurs avec aussi des tests de caractérisation lorsque ces semi-conducteurs sont sous contrainte de courant continu. Donc je vais présenter aujourd'hui trois bancs de caractérisation avec des enjeux différents et des objectifs différents surtout pour nos partenaires. Il y en a un qui est juste derrière moi qui s'appelle le banc de PEA, donc pulse électroacoustique. Donc c'est un banc de mesure de charge d'espace qui
qui est un phénomène de charge d'espace qui vient nous donner un indicateur sur la performance. Vincent, si vous pouvez vous décaler un tout petit peu, on le verra mieux si vous mettez un tout petit peu. Voilà, super. Alors, c'est très visuel, mais on voit le banc PEA, donc on voit une étui ici, et c'est important l'étui, c'est parce que ces mesures de charge d'espace, ce vieillissement de ce matériau isolant-là, typiquement, on vient lui appliquer un champ électrique en courant continu et des températures. Aujourd'hui, avec les plats qui sont fabriqués par les équipes de Super Institute, on peut aller jusqu'à 70 degrés Celsius et des tensions qui vont jusqu'à 30 kV, donc 30 000 volts. Et après, on vient appliquer sur des échantillons qui sont souvent des plaques minces. Et ensuite, bon, voilà, les champs dépendent de l'épaisseur du matériau, mais en tout cas, ça vous donne un ordre de grandeur de jusqu'où on peut aller sur ce banc de caractérisation de mesure d'espace, de charge d'espace. Je le disais, ces charges d'espace, c'est un des critères importants pour regarder le vieillissement et le comportement à terme d'un matériau s'il sait encaisser le choc de ces contraintes-là. Une deuxième façon d'étudier un matériau isolant sous contrainte de courant continu, c'est de regarder sa conductivité. Conductivité, c'est vraiment on va dire l'outil qui caractérise un matériau lorsqu'il est soumis à ces courants continus. Et donc, on a un banc qui n'est pas dans cette salle-là, qui est dans la salle juste à côté. Mais je vous évite le transfert et me regarder moi marcher. Donc, ce banc de conductivité sous champ d'essai, là, on vient lui appliquer 3 critères. Une température, un champ et une humidité. Et l'innovation, en tout cas, l'unicité de cette plateforme-là, c'est qu'on a automatisé ces 3 critères-là dans une même enceinte où on vient placer aussi des échantillons minces de matériaux. On vient leur appliquer, on va dire, faire la recette de cuisine sur l'ordinateur et lui appliquer automatiquement ces 3 critères-là. En ressort aussi son comportement lorsqu'il est soumis à des champs un peu plus forts que ce qu'il est souvent soumis sous des courants continus. Et à la fin, ces 2 critères-là, donc les charges d'espace, le vieillissement, la conductivité d'essai d'un autre côté, ça nous donne des critères de design qu'on peut mettre dans les outils de CAO et que les équipementiers peuvent implémenter et qui leur permet de jouer avec les formes, l'équilibrage des champs ou les distances électriques. C'est ces 2 outils-là vraiment que viennent chercher nos partenaires pour avoir un suivi et un aide au design, ou alors une validation de performance d'un matériau existant. Et une 3e plateforme de caractérisation que je présente, c'est ces matériaux-là, et l'IRT Rhanenium l'a bien dit, ces matériaux-là sont de plus en plus soumis, en tout cas, à des contraintes d'électronique de puissance. L'électronique de puissance, ça a des conditions inédites, ça a des fronts d'onde très importants, et ces fronts d'onde-là doivent être étudiés. Donc, on a un banc qui sert à caractériser les transformateurs moyenne fréquence et qu'on utilise là un petit peu de manière détournée pour aller appliquer des fronts d'onde et des tensions, des dV sur dt très importants sur ces matériaux-là et voir comment ils se comportent à haute fréquence. Donc, typiquement, on peut recréer des ondes sinusoïdales ou carrées. Carré, c'est important aussi, avec des fronts d'onde assez raides. Là, on peut aller jusqu'à 8 kV à peu près sur le matériau et une centaine de kHz, donc 100 000 Hz sur ces matériaux-là. Et si on veut appliquer aussi du courant et être un peu plus en application de puissance, là, on peut aller jusqu'à 500 ampères appliqués sous une tension à peu près de 1000 volts, sous les mêmes fréquences. Cette plateforme-là, elle est dédiée à des applications, vraiment à des environnements où l'électronique de puissance, où les contraintes des matériaux isolants sont soumis à des contraintes d'électronique de puissance importantes. Donc voilà un échantillon, on va dire, des plateformes de caractérisation que l'on peut utiliser à Super Institute pour accompagner nos partenaires. Et donc, si je devais résumer, en tout cas, notre intervention aujourd'hui, et je pense que la keynote qu'une personne de notre institut va faire le 21 novembre, qui s'appelle « Comment concilier contraintes et fiabilité des matériaux isolants dans les systèmes électriques », je pense résume bien ce que je viens de vous raconter dans les dernières minutes. Et si jamais vous avez des questions ou si vous souhaitez visiter ces plateformes, n'hésitez pas. Moi, j'avais une question, Vincent. J'espère que ça se transforme pas en question piège, mais ici, on est plutôt au royaume des méthodes non destructives, des faisceaux intenses et très, très cohérents.
pour de l'imagerie, des choses comme ça. Est-ce que vous croisez justement les tests électriques que vous faites avec ce type d'études? Nos clients le font, on le croise pas nous-mêmes, donc ça fait partie d'un plan d'expérience, on va dire, que les partenaires et les clients peuvent avoir font. Mais en tout cas, il n'y a pas de pilote. En tout cas, c'est plutôt laisser l'initiative en tout cas, de celui qui a l'expérience. En tout cas, je peux vous dire que, enfin, je vais parler à la place d'Ennio qui me rejoint, Ennio Capria, qui est le directeur du programme caractérisation ici à Nanoelec. Vous serez les bienvenus si jamais il y a des choses à faire en commun. Et on en parlera peut-être le 21 novembre, du coup. Merci, bonne journée à vous à Villeurbanne. On termine On termine notre tour de France avec un focus, donc on vous l'avait promis, sur les équipements qui sont disponibles ici à Grenoble. Et donc, je vais laisser, pendant que vous avez le bouton d'action, vous inscrire à Carac 2023. Donc, je vous le rappelle, pour la date du 21 novembre à Paris. Vous pouvez cliquer sur ce bouton rouge en haut et vous accéderez directement aux détails du programme, des keynotes et des tables rondes qui seront présentées. Je laisse la parole à Ennio Capria pour la dernière séquence, la séquence grenobloise, c'est la séquence de la noix. Tant que c'est pas une séquence à la noix, ça va. Alors, maintenant, je me permets d'inviter ici avec nous Tony Trankalist, qui est en fait le responsable de l'équipement des topographies X ici sur BM5, donc qui on voit à ses épaules. Bonjour tout le monde, je suis Tony, comme Ennio qui a introduit, je suis responsable de tout l'équipement ici et je le corrigeais un peu qu'on ne fait pas que TopoX, on fait TopoX, on fait réflectivité, on fait la mesure pour l'électron avec le rayon X comme X-bit aussi. On fait plein tout avec notre équipement là. Eh ben, c'est parfait, la parole aux experts, tout nous fait pas attendre. Donc, Tony, ma première question, c'est, vous avez ici, cet équipement est ouvert aux académiques, aux industriels, il y a un accès en mode service, donc vous pouvez en fait faire des expériences et arriver jusqu'à la rédaction du rapport et l'analyse des données pour vos clients. Donc, ce que je voulais savoir, c'est qui sont vos clients et qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici et quelles réponses vous pouvez leur donner à quelle problématique? Oui, nous, on travaille avec l'industrie, on travaille avec l'académie aussi, tout le gens qui fait le matériau, tout le type, le single matériau. Et nous, notre capacité, c'est qu'on garde dans le matériau pour trouver le défaut. De le début, le matériau comme le croissant, pour voir comment le croissant il s'est fait, pour voir le défaut, quel type de défaut, quel type de contrainte, comment on peut éviter pour faire un matériau parfait et jusqu'à le moment que le semi-conducteur fait le device. Et on peut voir aussi le manufacturing de device, est-ce qu'il est parfait ou pas, est-ce qu'il crée notre type de défaut sur le device. Comme ça, on peut faire du début jusqu'à la fin par différentes méthodes avec notre instrument. Donc, matériaux monocristallins, notamment des semi-conducteurs, donc toute l'industrie des semi-conducteurs, cellules photovoltaïques, dispositifs semi-conducteurs. Vous allez chercher des dislocations, par exemple, ou même des contraintes. OK, donc, juste comme ça, d'une façon non trop experte, est-ce que tu pourrais nous décrire cet équipement, en fait? OK, avec plaisir. Je vais vous montrer d'abord la partie le plus importante pour nous, c'est le port échantillon qui est là. Ça, c'est où on peut mettre n'importe quel type de single crystal échantillon avec n'importe quelle forme, avec n'importe quelle taille. Et nous, il est très bien designé pour qu'on peut permettre de travailler avec un très grand wafer comme ça ou dans le mode mettre vertical pour mesurer tout le volume ou on peut mettre couché pour mesurer que la surface. On peut même aussi pour une autre forme de cristal comme ça pour mesurer la surface ou qu'est-ce qui passe entre les deux couches. On peut aller focus le faisceau juste pour un diamant qui est tout petit, 3 mm par 3 mm pour voir qu'est-ce qui est dedans.
tout le type d'échantillons on accueille ici sans problème jusqu'à 5 kilos et jusqu'à vraiment là parce que notre bon échantillon qui a designé pour ça. Et aussi, tout le type de matériaux, on peut faire le mode pour voir le volume de qu'est-ce qui passe dans le volume de matériaux aussi sur la surface. On est vraiment spécifique pour le volume, la surface et aussi un truc important, c'est la couche. Pour la couche, on peut faire le mode reflectivity pour voir la couche et l'interface entre le substrat et la couche. Et aussi, on est capable de distinguer le plus de couches très fines sur la surface pour voir comment un qui pose sur l'autre avec le contrainte, avec le défaut qui va un coup sur l'autre. Et aussi, on a aidé le genre matériaux pour faire le polissage de surface pour un surface qui est parfait aussi. Ça, c'est tout ça qu'on peut faire ici. Bah, merci, très intéressant. Donc, j'ai déjà entendu le mot couche très fine. Donc, on voit déjà des choses qu'on vient faire ici que peut-être on ne peut pas faire ailleurs. J'ai entendu croissance. Donc, ça veut dire que vous faites même des expériences in operando dans lesquelles vous faites, en fait, vous avez du silicium qui se forme sur place, qui cristallise et vous pouvez voir et décrire comment ça se passe. Donc, ma question, elle est, qu'est-ce qui vient chercher ici vos utilisateurs qui ne trouvent pas dans des instruments de laboratoire? Pourquoi un synchrotron? Pourquoi venir dans un instrument aussi complexe, aussi grand, aussi étendu, quand on pourrait avoir un équipement au laboratoire? Notre users, des fois, ils sont déjà en équipe de labo pour faire le pré-analysé. Et après, ils croient qu'ils doivent venir nous voir. Parce que ici, c'est presque l'endroit unique où on peut avoir un faisceau qui est là, horizontal, on peut ouvrir jusqu'à 80 mm et vertical 10 mm. Et c'est pour ça, ça nous permet de faire le image pour la surface qui est très grande. Par exemple, comparé à une image, on fait ici, de même taille, ça nous fait 0,2 secondes et avec une source de labo, ça fait 4 jours. Et aussi, ça, c'est le temps. Le deuxième truc, c'est la résolution. La résolution, si on regarde bien ici, qu'on a deux types de caméras, un qui est tout petit devant et le grand derrière, et l'autre, on a une autre caméra qui est très grand de l'autre côté. Tous les équipements nous permettent de faire une résolution super précise de 0,5 microns jusqu'à 20 microns. Et c'est pour ça qu'on peut aller chercher le tout petit défaut dans le matériau jusqu'à la taille qui est tout petit. Et aussi, notre diffractomètre qui conduit avec un long de plaque qui est tout petit, qui peut arriver jusqu'à 10-5 degrés. Et ça nous permet de trouver le content sur la couche ou dans l'échantillon ou créé par le défaut qui est très petit et le autres, il ne peut pas trouver. Et aussi, un qui est important aussi, qu'on a entre de la ligne de RSF, c'est comme dans le monde qui a le faisceau qui est là et parallèle. Comparé dans un autre institut, il peut être focus, il ne peut pas être parallèle comme le nôtre. Merci beaucoup. Donc, on peut avoir on peut réussir pour une fois à trouver l'aiguille dans la botte de foin, parce qu'on parle de grandes régions d'intérêt, des résolutions spatiales, et en plus, on fait ça rapidement, donc ça veut dire que l'opérando, comme on parlait, donc les gens, ils peuvent venir ici voir les choses pendant qu'elles se passent sur leur ligne de production plutôt qu'à l'opération. Merci beaucoup, Tony. Maintenant, on passe à l'autre équipement de l'autre côté de la salle, et c'est un équipement des tomographie X, donc de la topographie à la tomographie, juste une lettre, mais tout un monde qui s'ouvre. Donc, je suis ici avec Phil Cook, qui est le responsable de cette ligne de lumière. Bonjour Phil. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qu'ils cherchent ici, vos partenaires industriels et vos clients?
Bon, de mon côté, je vais faire le survol des équipements et après, je vais passer le parole à notre collègue Elodie Boller, la liaison industrielle, pour discuter plutôt des clientèles. Donc, les rayons X arrivent de main droite ici, ils passent à travers l'échantillon sur notre tomographe. Ici, vous voyez le fameux noix de Grenoble en rotation. Et donc, ça, c'est essentiel qu'on prend plusieurs projections, voire 3 ou 6 000 de projections par échantillon, afin de pouvoir reconstruire un volume 3-dimensionnel. Après, nous avons 3 détecteurs. Donc, notre détecteur haute résolution qui va des tailles de pixels de 0,3, 0,7 ou 1,4 microns. Après, notre détecteur moyenne résolution qui va entre 1,4 et 6 microns taille de pixels. Et après, la basse résolution qui va entre 6,5 et 27 microns. Avec tous ces détecteurs, on peut aller d'une grande échantillon, d'une dizaine, quinzaine, voire plus de centimètres de diamètre, afin de zoomer sur une zone très précise et avoir une taille de pixels sous-micronique après. Merci. Donc, on voit ici encore la possibilité en fait d'avoir des gros objets avec des résolutions spatiales très fines et une vitesse d'acquisition assez importante. Quelle est la comparaison entre les temps d'acquisition d'une tomographie ici au synchrotron plutôt que dans une équipe de laboratoire, soit équipement pardon de laboratoire? Bon, donc largement, on peut aller à un scan jusqu'à 1 minute peut-être. Donc, dans un tomo de laboratoire, c'est bien plus lent, mais il y a plus important que la durée du scan, ce qui tranche pour moi plus entre les tomos de laboratoire et le synchrotron, c'est la résolution disponible. Et parce que ça, c'est couplé, la taille de pixels et le temps du scan. Donc là, nous pouvons faire des scans très rapides, jusqu'à 0,7 ou 0,3 microns taille de pixels, dans aussi peu qu'1 ou 2 minutes. Alors que dans le labo, ça prend bien plus de temps. Eh ben, merci, c'est très bien. Donc, vous avez pu bien entendre quels sont les avantages de venir dans un équipement ici. Alors maintenant, on est en ligne avec Elodie Boller. Bonjour à tous. Qui est scientifique de liaison industrielle ici à l'ESRF et qui en fait a la mission tous les jours de mettre tout ce potentiel à disposition des clients industriels. Et donc, c'est vraiment dans son expérience, longue expérience à l'ESRF, de transformer l'essai et transférer tout ça dans l'accélération des activités de R&D chez les industriels. Donc, Elodie, qui sont vos clients industriels et qu'est-ce qu'ils vous demandent? Alors donc bonjour à tous, oui effectivement, donc j'ai un peu le même rôle que Touni donc pour la technique de la microtomographie à l'ESRF. Nous avons différents types d'industriels et également, donc des grands groupes, des petites entreprises. On essaye de faire des partenariats aussi pour des petites entreprises, les académiques aussi via des grants. Voilà, donc je vais juste préciser qu'on vous présente aujourd'hui BM5, donc la ligne de lumière BM5, mais il y a d'autres lignes également qui sont accessibles en prestation payante. Et notamment, donc, je voudrais insister sur le fait qu'on peut étudier vraiment de grands échantillons. On a une nouvelle ligne de lumière sur laquelle on a un faisceau qui est aussi large que 35 cm. Et aussi, donc, ce qu'on développe beaucoup, c'est la multi-échelle, c'est-à-dire la possibilité d'étudier un échantillon et ensuite d'aller zoomer à l'intérieur à des très hautes résolutions. Donc, on a également des lignes qui sont dédiées à la nanotomographie. Donc, en gros, c'est de 100 microns jusqu'à 10 nanomètres. Donc, vraiment des gros échantillons ou des tout petits échantillons. Et je vais corriger un tout petit peu fil. On peut faire aussi des scans en 1 seconde.
et donc incorporer une 4e dimension à nos études. On fait également de la tomographie en chauffant l'échantillon, en le tirant, le compressant, le fatiguant. Vous voyez que l'échantillon, la noix d'aujourd'hui qui est en train de tourner sur le tomographe, donc l'échantillon est sous air, il y a relativement de la place autour de l'échantillon et on peut amener de l'environnement échantillon pour faire des expériences, tout simplement regarder l'évolution avec le temps, puisqu'on a des scans rapides, mais aussi avec la sollicitation du matériau. Eh ben, merci Elodie. Et est-ce que tu pourrais nous donner un exemple marquant d'une caractérisation industrielle que vous avez fait ici à l'ESRF et qui en quelque sorte à laquelle tu as participé, qui t'a donné particulièrement des satisfactions parce que c'était un problème un peu challenging où vous avez travaillé, peut-être développé des choses un peu insolites? Bon, alors c'est un peu difficile parce que depuis 25 ans, j'ai scanné beaucoup de choses, mais je vais parler plus particulièrement, par exemple, de la soupe lyophilisée qu'on a étudiée en fait pour un grand groupe agroalimentaire. Donc l'idée, c'était de scanner, par exemple, des poivrons, des carottes, des champignons frais, tester plusieurs méthodes de lyophilisation et ensuite on a été jusqu'à réhydrater puisque leur idée c'est de réhydrater donc ces petits morceaux qu'ils nous mettent dans la soupe lyophilisée. Et il y a toujours cette relation en fait pour l'alimentaire entre la microstructure et le goût. Donc la tomographie, c'est vraiment la technique pour aller voir la microstructure d'un matériau et donc relier ça au goût. Et donc leur rêve, entre guillemets, c'était de voir quelle méthode de lyophilisation allait permettre de retrouver la microstructure du légume frais. Eh ben, c'est génial, en fait. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse, voilà. Et je propose, puisque nous sommes réunis à plusieurs instituts IRT, ITE, peut-être qu'on pourrait remonter à l'État le projet de création d'un IRT sur l'agroalimentaire qui inventerait des nouvelles soupes lyophilisées avec de meilleurs goûts, par exemple. Sans doute. Ou sinon, comment retrouver les poivrons du sachet en réhydratant. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'Elodie vient de nous dire, c'est que tous les secteurs industriels sont concernés, en fait, en venant sur ces installations à l'ESRF. On parle des problématiques des agroalimentaires que peut-être on ne penserait pas qu'un synchrotron puisse servir. On penserait peut-être plutôt à l'ingénierie, à l'électronique, à des trucs durs, en fait. Et non, on a vraiment tout secteur d'application ouvert. On travaille beaucoup sur les alliages métalliques aussi, de toute façon. Les alliages métalliques, voilà. L'aluminium pour les problématiques de recyclage de ces métaux. Voilà, il y a vraiment... Et en tout cas, moi, Elodie a dit quelque chose, a dit que toutes ces techniques en fait sont disponibles en mode service, grosso modo, avec un mode commercial. Donc les clients, potentiels clients, ils peuvent arriver, poser des questions, faire des réunions techniques avec les scientifiques comme Elodie, arriver à définir quelle est la solution à leur problématique. Et après, nous, on est capable d'établir un plan expérimental, une planification, un NDA aussi, c'est très important, la confidentialité, jusqu'à un devis et après, toute l'administration qui va avec. Donc, tout ça, c'est... Peut-être préciser qu'on a un service de mailing, c'est-à-dire qu'on peut simplement envoyer son échantillon et on réalise l'expérience pour les industriels. Et enfin aussi, je voulais juste préciser la large gamme d'énergie disponible à l'ESRF, qui est donc un synchrotron dit haute énergie par rapport à d'autres synchrotrons qu'on peut trouver en Europe et dans le monde. Et donc, vraiment un large panel d'échantillons que l'on peut étudier dans les plus denses vers les moins absorbants, que l'on peut quand même imager grâce à notre contraste de phase. Et enfin, merci beaucoup. je vais juste terminer. On est en train de développer un nouveau tomographe donc sur la nouvelle ligne de lumière. Pour l'instant, on est limité à des échantillons de 30 kg, mais on pourra bientôt mettre des échantillons de 300 kg. Voilà. Oh là là, ça fait des gros échantillons. Et ça, c'est vraiment un game changer, comme diraient les Anglais. Et moi, je voulais juste dire que cette technique, comme 24 autres techniques, sont disponibles en mode service sur la plateforme de caractérisation avancée de l'IRT. Donc, même pour nos partenaires des autres IRT, mais tous les industriels qui sont impliqués, n'hésitez pas
aller consulter nos sites internet pour voir en fait tout ce qui est disponible. Merci encore Elodie, merci Phil, merci Tony, et je redonne le micro à François. Oui, rejoignez-nous tous là, on va se mettre tous ensemble pour la slide de fin. Et évidemment, là, c'est l'équipe grenobloise, mais il faut aussi remercier nos collègues des autres instituts qui sont intervenus ce matin et vous dire qu'on est tous impatients de discuter tout ça en détail le 21 novembre à Carac. Vous avez le bouton d'action donc pour découvrir le programme en détail et vous inscrire à notre colloque du 21 novembre. On va, pour terminer, jeter un coup d'œil sur le programme. Donc, c'est la slide suivante, celle du tableau coloré. Voilà, du petit tableau coloré. C'est celle-là que je voudrais avoir. Voilà, pour vous donner quelques détails donc sur le programme qu'on a élaboré, qu'on a pensé un peu ensemble, Enio, au départ, et puis dans lequel on a embarqué tous nos collègues. Donc, je suis obligé de me baisser un petit peu pour voir mon écran. On n'est pas comme à la vraie télévision, on n'a pas des prompts, voilà. Donc, le matin, on commencera à 10h, donc ça permet aussi à des gens qui sont pas sur Paris de nous rejoindre un peu plus tranquillement. Vous serez les bienvenus à 9h30 pour commencer à faire connaissance et à échanger de façon informelle. Donc, nous aurons une ouverture de séquence à 10h. Et puis ensuite, une première séquence de keynote qui portera plutôt sur les matériaux avec plusieurs contributions. Certaines d'entre elles ont été évoquées au cours des interventions de nos collègues là tout au long de la matinée. Ensuite, encore une pause assez longue pour permettre une fois de plus d'échanger. Et puis, les 6 instituts se présenteront dans leur grande largeur et avec un focus sur sur la caractérisation, sur des petits stands. 11h45, on retourne en salle, cette fois pour parler des systèmes. Et puis, une pause déjeuner, encore une fois, assez longue pour les échanges. Et ensuite, on a un invité d'Enio. C'est qui? Oui, c'est le European Material Characterization Council. Ils ont lancé justement une initiative, une surveille dans la caractérisation de comment la caractérisation européenne pourrait évoluer pour la suite. Ils avaient fait auparavant une roadmap, et donc maintenant c'est un peu la continuation. Donc à venir voir, à venir écouter et surtout à répondre à la surveille. On vous communiquera les liens sans doute sur les réseaux sociaux. Donc ça va nous donner effectivement quelques liens peut-être pour quelques lignes guides pour structurer nos actions respectives, peut-être se retrouver encore plus dans des synergies. Et puis, on espère que ce sera inspirant par ce collègue grec que tu as invité. Voilà. Et ensuite, on aura 2 tables rondes. Donc, l'une où on va débattre de la question la caractérisation peut-elle nous faire avancer sur la voie du développement durable? Et puis, encore une pause d'une demi-heure pour le networking. Et la deuxième séquence de débat qui sera donc pilotée par nos collègues de Syntex, voilà, c'est ça. Comment tirer le meilleur parti des données de caractérisation, comment on peut utiliser de l'intelligence artificielle, comment on peut mutualiser les données, comment on peut avoir accès à des capacités de calcul plus importantes. Comment maîtriser les big data. Et je pense que c'est un sujet ici à l'ESRF avec ses faisceaux collimatés et très très cohérent qui va vous intéresser particulièrement parce que vous générez beaucoup de données. Voilà, donc ce sera la dernière séquence de débat de cette matinée. Et puis, on demandera aux directeurs généraux des 6 instituts co-organisateurs de venir conclure la matinée en 20 minutes. Et ce sera animé donc par Hugues Métras, le directeur général de Nanoelec, pour dresser enjeux et perspectives dans le domaine de la caractérisation pour nos instituts. Voilà, il y a une question. Il paraît qu'il y a une question. Oui, on la prend, bien sûr, on la prend cette question. Marine, dans le chat, Alors, qu'est-ce qui est possible sur une plaque de 200 mm? Alors, je suppose que c'est un complément à ce que vous avez présenté. Donc, je sais, la question n'est pas très, très précise quand même. Hein. Moi, je pense que... Mais bon, on peut demander peut-être à Amal Sidiri d'activer son micro, si c'est possible. Et de nous reposer la question à l'oral. On a 2 minutes pour le faire.
Je ne sais pas si techniquement c'est possible, mais je vais passer de toute façon le micro à Tuni. Oui, je peux répondre à ces questions-là que oui, c'est possible et notre translation nous permet de faire un plaque jusqu'à 300 mm sans problème. Et donc, qu'est-ce que tu peux voir sur une plaque de 200 mm? Peut-être on peut... Qu'est-ce qu'on peut voir sur une plaque de 2 cm si on fait un genre de mapping? Parce que notre faisceau ne couvre pas 200 mm, mais on peut faire mapping pour map tous les échantillons et on peut voir le défaut, surtout. C'est qu'est-ce qu'on veut voir, c'est le défaut. Il y a combien de défauts, il y a quel type de défaut, il y a la densité de défauts et le content aussi de micro-crack et tout. Et aussi, un truc important, c'est que l'état de la surface de le plat. Aussi, est-ce que le polishing fait en réduit ou pas, ça on peut voir. Aussi, on peut voir le bending, comme il a coupé et fait le polissage. Est-ce que il y a un micro-bending un peu et s'il est très petit, on peut mesurer aussi la couverture, comment on bend le plaque aussi. Très bien, merci beaucoup. Voilà, bon, on va conclure, Ennio, je pense. Donc, je vous remercie tous les trois ici, puis je remercie Valentin, Smaël, Jean-Marie, Pascal, Jans, Vincent, qui était donc en ligne ce matin, et puis un grand merci à Bilal Zarjour et Marjolaine Giraud, qui nous ont aidés aussi, et puis à Marine Giraud, qui est en ligne pour tenir ce rendez-vous en webinaire. On espère qu'on vous a donné un bon aperçu déjà, un premier aperçu de nos capacités en matière de caractérisation, et on vous donne rendez-vous le 21 novembre à Paris. Voilà, merci à tous, au revoir.